Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour à tous, nous sommes à Nantes où se tiennent ce week-end les Géopolitiques de Nantes, un événement co-organisé par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nantes Métropole est le lieu unique dans l'amphithéâtre duquel nous nous trouvons. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, un nouveau slogan est apparu, « America is back », l'Amérique est de retour, qui est venu remplacer celui de l'America First de son prédécesseur, dans une volonté affichée de détrumpiser l'Amérique, mais avec un résultat plutôt incertain. Si la ligne dure de la Chine est maintenue, l'heure est au questionnement alors que la nouvelle administration Biden semblait soucieuse de restaurer le multilatéralisme, l'atlantisme et le leadership américain. 8 mois après le début de l'administration Biden, l'America First semble plus éloignée qu'on l'imaginait, au point que l'on se demande désormais si Joe Biden n'est pas en train de normaliser la politique étrangère de son prédécesseur. Regard avec nos invités, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Son dernier livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, paru aux éditions Calman Lévy. Bonjour. Bonjour. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour. Bonjour. James Cohen, politiste, professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle au sein du département Monde anglophone et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Aski, chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, président de Reporters sans frontières. Bonjour. Bonjour. L'annonce surprise il y a quelques jours d'un nouvel accord de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, le fameux AUKUS, particulièrement la décision de Canberra d'acquérir des sous-marins nucléaires américains en lieu et place de bâtiments français, a généré des réactions fortes en Europe. La motivation des Américains a-t-elle été seulement commerciale ou s'agit-il d'une rupture stratégique ? Pascal Boniface. Ce n'est pas une rupture stratégique, puisque finalement les Américains sont dans la lignée de leur comportement. Une rupture, il faudrait dire que ça serait une rupture, c'est si tout d'un coup, Joe Biden s'est dit « mais mon allié français a signé un contrat important pour lui, comme je tiens à mon allié, je ne vais pas passer un accord avec les Australiens, parce que je respecte mes alliés ». Ça serait une rupture stratégique, que les Américains respectent leurs alliés et du coup fassent des concessions à leurs alliés. Donc c'est effectivement un coup de tonnerre, effectivement, c'est un sale coup porté à la France, mais c'est dans la continuité, et peut-être que l'erreur que certains ont faite, mais peut-être aucun de nous à cette table, c'est de penser qu'il y aurait une rupture totale entre Donald Trump et Joe Biden. Il y a des différences, on ne peut pas le nier. L'un est beaucoup plus poli, courtois, civil que l'autre. Mais en même temps, le fondamental de la politique américaine, c'est que lorsque leurs intérêts sont en jeu, et d'autant plus lorsque les intérêts du complexe militaro-industriel sont en jeu, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et les intérêts font que, on peut marcher sur les pieds de ses amis. Pierre Aski, vous partagez, pas de rupture. Est-ce que si on pousse plus loin le raisonnement, on peut parler de normalisation de la politique étrangère de Donald Trump par Joe Biden ? Alors, le malentendu qu'il y a eu avec cette formule America is back, c'est qu'on a cru, ou certains ont cru, ou on a voulu croire peut-être, que c'était back à l'Amérique d'il y a longtemps. Or, l'Amérique a changé, et elle avait déjà commencé à changer avant Donald Trump. Car le pivot vers l'Asie, c'est Barack Obama. Le ras-le-bol ou la fatigue devant ce qu'on a appelé les guerres sans fin, donc Irak et Afghanistan, c'était déjà depuis l'époque d'Obama. Donc on a une tendance que Donald Trump a accentuée et a personnalisée à sa manière, c'est-à-dire de manière un peu erratique et transactionnelle. Mais Biden est finalement dans la continuité de ses deux prédécesseurs sur ce point-là. Et il est dans la continuité de Donald Trump, en tout cas sur un point, qui est évidemment la focalisation exclusive ou quasi exclusive sur la Chine, avec ses implications aux quatre coins de la planète. Et c'est ça qu'on n'a peut-être pas assez saisi au mois de janvier lorsque Biden s'est installé à la Maison-Blanche, c'est-à-dire que oui, America is back, mais n'est pas exactement là où on pensait qu'elle serait. Lorsqu'il y a eu la chute de Kaboul, et c'est François Hesbourg, qui est un spécialiste de stratégie, a eu un bon mot qui était drôle, qui était « America is back home ». Elle est rentrée à la maison. En fait, ce n'était pas tout à fait vrai, parce que l'Amérique est de retour, mais elle choisit aujourd'hui ses engagements, et elle a
une obsession et qui est en plus consensuelle aux États-Unis, qui est la Chine. Alors, on reparlera bien sûr de la Chine, mais dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Européens finalement ont été très naïfs de penser que le America is back signifiait un retour à une alliance avec l'Europe, Marie-Cécile Nave? Oui, peut-être. Ils avaient eu l'occasion sous le mandat de Trump de définir une stratégie commune vis-à-vis des États-Unis et du monde. En particulier, ça aurait été l'occasion de travailler sur la dédollarisation de l'économie mondiale, d'essayer de contourner le principe d'extraterritorialité du droit américain qui continuera avec Biden. De définir une politique de défense un peu plus unie. Mais quand Biden a été élu, on s'est dit en Europe que, bon, bah oui, voilà, comme le disait Pierre Aski, on va revenir à une normalisation de ce qui était avant, si tant est que cette normalisation n'était pas elle-même idéalisée. Donc oui, sans doute, il y a eu une désillusion. Et puis, il y a quand même un certain nombre de terrains d'entente potentiel entre les États-Unis et l'Europe, y compris sur la Chine. Alors sur la Chine, on n'a pas les mêmes intérêts en Europe qu'aux États-Unis par rapport au commerce. L'Allemagne, par exemple, a des énormes intérêts économiques avec la Chine sur le commerce. En revanche, on peut s'entendre avec les États-Unis sur les questions de défense des droits de l'homme, sur les questions de lutte contre la technologie de surveillance. C'est pas tout blanc ou tout noir, mais certainement qu'on a vu un agneau chez Biden, et c'était une erreur, parce que dans l'histoire récente des États-Unis, on n'a pas une relation toujours aussi facile sur la question des droits de douane. On se souvient de l'époque des deux Bush, d'Obama aussi, c'était compliqué. Alors là aussi, on reparlera de l'entente potentielle entre les États-Unis et l'Europe sur la Chine, avec cette question peut-être que je vous poserai, de savoir si on peut rester longtemps sans choisir son camp. Je parle pour l'Europe, mais je me tourne vers vous, James Cohen. Comment est-ce que cette politique étrangère de Joe Biden est-elle perçue aujourd'hui aux États-Unis? On se souvient que le retrait d'Afghanistan, on parlera de l'Afghanistan, a été plutôt une chose qui a été jugée négativement. Oui et non. Oui, alors le retrait, pas si négativement, mais les conditions du retrait plus négativement. Comment est-il perçu? Alors ça dépend évidemment de qui. La société est très polarisée. La vie politique terriblement polarisée, et en intervenant sur un sujet comme ça, je vous dois de vous rappeler que je suis électeur aux États-Unis. Je ne peux pas intervenir de manière neutre en aucun cas. Je pense que l'élection de Biden a été la seule manière qu'il y avait d'éloigner un danger beaucoup plus grand. J'ai donc voté pour Biden sans beaucoup d'enthousiasme, sachant qui il est et d'où il vient, et surtout en politique étrangère. Et je pense que tout ce dont on est en train de parler autour de la Chine et de l'Australie, etc., et la Grande-Bretagne, est pour moi un signe de plus d'une politique étrangère qui me trouble énormément. Je me situe, disons, dans les marges de gauche du Parti démocrate, et lieu qui commence à exister. Donc je parle de quelque part aux États-Unis. Nous sommes là, mais nous ne pesons pas beaucoup sur la politique étrangère. Il y a un consensus qui a été évoqué à propos de la Chine. Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, démocrate ou républicain, il allait y avoir plus de fermeté vis-à-vis de la Chine, certes. Mais je dirais que à gauche, on s'en méfie quand même un peu. Et quand je regarde l'affaire des sous-marins, je comprends absolument le dépit des Français, mais je m'inquiète plus encore pour le monde, parce que je vois une sorte de montée des enchères et de course aux armes dans la région qui m'inquiète en tant que citoyen électeur aux États-Unis et la France, etc. Bon, voilà. Voilà. Course aux armements. Dans un premier temps, Pascal Boniface, comment peuvent, d'après vous, évoluer les relations entre la France et les États-Unis, et entre les États-Unis et l'Europe, plus généralement? Dans un premier temps, on nous dit embrasse-nous Folleville, tout est normal. Il y a quand même un peu une erreur de stratégie, à mon avis. Quand on rappelle l'ambassadeur, on n'a pas arrêté de dire c'est la première fois depuis 1178. Un coup de fil de Biden, oui, la France est un allié, on renvoie l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Donc normalement, c'est un peu comme quand Obama dit il y a des lignes rouges.
Bachar franchit la ligne rouge et on ne fait rien. Donc quand vous rappelez l'ambassadeur, ce qui est un geste fort, vous devez obtenir quelque chose avant de le renvoyer. Sinon, c'est une deuxième défaite. Ça me rappelle lorsque la NSA, il a été montré par Snowden que la NSA avait écouté les Allemands, les Français, etc. On m'a dit, oh, oui, bon, c'est promis, on ne fera plus. Ah bon, bah d'accord. Et à chaque fois, on dit, mais on a besoin des Américains pour le Sahel, donc on ne peut pas trop rien dire, etc. Donc en fait, on a accepté quelque chose qu'on n'aurait pas dû accepter. Ou alors il ne fallait pas faire l'erreur de rappeler notre ambassadeur. Il s'exprime autrement. Ceci étant, je pense que à long terme, ça va laisser des traces. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours un débat en France entre ceux qui pensent aussi America First. Il y a des Français qui pensent qu'il faut d'abord se fier aux États-Unis pour la protection de l'Europe, de la civilisation, de l'Occident, et d'autres qui pensent que l'Europe doit avoir un pas plus indépendant. Ceux-ci ont été horrifiés par Trump, commencent à se dire, là quand même, ça sent mauvais. Quand vous avez le pape qui dit « je crois plus dans l'Église », vous commencez à vous inquiéter. Et donc là-dessus, Trump inquiétait beaucoup de monde. Et tous ces gens-là ont été rassurés de voir Biden arriver. Mais coup sur coup, Kaboul et les sous-marins, on voit que le ton a changé, mais que le script est le même. Donc c'est un pas supplémentaire vers l'autonomie européenne qui sera longue, qui ne sera pas faite demain. Mais en tous les cas, en termes, c'est une perte d'honneur pour la France et c'est une perte de crédibilité pour les États-Unis. C'est une erreur des États-Unis d'avoir mis la France hors jeu, Pierre Aski. Et au-delà de cela, Pascal Boniface parle de script qui est à l'identique, à ceci près que c'était plus facile de se fâcher avec Donald Trump que ça ne l'est aujourd'hui de se fâcher avec Joe Biden. Oui, et moins peut-être du point de vue français que du point de vue européen. Parce que le véritable enjeu, il n'est pas tellement avec la France, au bout du compte. La France, elle a un rapport aux États-Unis qui est historiquement complexe et qui a eu ses hauts et ses bas. La question, elle est plus largement celle de l'Europe. Et on voit bien qu'une partie non négligeable de l'Union européenne a cru qu'avec le départ de Donald Trump, on allait retrouver une Amérique fréquentable, bienveillante et protectrice. Et que c'est là que se situe non seulement la plus grande désillusion depuis Kaboul, puis cette affaire qui au début a été perçue comme franco-américano-australienne et dont on découvre qu'elle est effectivement plus stratégique et pas seulement une affaire de commerce. Et donc, est-ce que les Européens vont accepter cette idée que le parapluie américain n'est pas totalement aussi fiable et aussi solide qu'il était autrefois, et deux, qu'il faut quand même penser aussi le monde en tant qu'Européen et pas seulement en tant qu'allié des Américains. C'est un enjeu qui est, j'allais dire, vieux comme l'Europe, et qui a fait des progrès, c'est incontestable. Il y a des pas qui ont été franchis ces dernières années. Il y a par exemple un budget, un fonds pour la défense dans le budget européen. C'est la première fois. Il y a aujourd'hui, ça fait partie de cette évolution, il y a des forces spéciales estoniennes qui sont en train de se battre aux côtés des Français au Sahel contre des djihadistes. C'est complètement nouveau. Il y a quelques années, la logique géopolitique de l'Estonie, c'était de regarder vers l'Est, de regarder vers la Russie. Aujourd'hui, l'Estonie accepte l'idée que ses intérêts de sécurité peuvent se trouver aussi en Afrique. Et donc, c'est une évolution très lente. Il va y avoir un sommet européen dans quelques mois pour définir ce qu'on a appelé la boussole stratégique, c'est-à-dire la définition des intérêts communs, des menaces communes. Et c'est le premier pas. On aurait dû commencer par ça il y a fort longtemps, mais tant qu'on n'a pas défini qu'est-ce qui nous unit en tant qu'Européens, quels sont nos intérêts, quelles sont nos menaces, quels sont nos risques, et donc qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble dans notre défense et dans notre place dans le monde, on ne peut pas imaginer une défense européenne. Donc tout ça, c'est un apprentissage et c'est un long chemin. Simplement, le monde va beaucoup plus vite aujourd'hui et les épisodes à répétition qu'on vient de vivre, Kaboul et l'Australie, montrent que l'Europe, elle est encore loin du compte en termes de prise de conscience
du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et l'un des défis pour l'Europe, évidemment, Marie-Cécile Nave et James Cohen, ça va être de peut-être... alors, le premier défi, surtout pour Paris, de parvenir à européaniser cette crise et à emmener tout le monde dans ce mouvement. Marie-Cécile Nave. C'est l'occasion rêvée, entre guillemets, si on peut dire, pour Emmanuel Macron, avec la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne pour 6 mois en janvier. Et en plus à quelques mois des présidentielles, donc il y a un double enjeu pour le président français qui est effectivement, comme il l'a promis depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de prendre un peu le lead d'une vision européenne. En plus, là, il y a les élections en Allemagne après-demain. Le temps que le nouveau pouvoir exécutif, législatif, exécutif se mette en place, il y a une petite phase de latence. C'est une occasion rêvée pour le président français. Et je pense qu'il l'a en tête puisqu'il ne prend pas la parole publiquement pour parler de cette crise. Il laisse parler Jean-Yves Le Drian. Mais je voudrais... le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais apporter un petit bémol quand même au fait que la politique extérieure de Biden, c'est la continuité de Trump. C'est quand même pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de stabilisation des relations internationales après le président du chaos qui était Trump, qui est pensé de manière très approfondie pendant la campagne par Joe Biden. Et Biden, c'est quand même la volonté d'un multilatéralisme modéré, où la France n'est pas nécessairement le partenaire principal, mais dans lequel les États-Unis prendraient le lead. Donc, c'est à la fois le retour d'un multilatéralisme modéré, mais aussi avec quand même des vieux schémas, des anciens schémas. Certes, les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde, mais il y a cette volonté de leadership. Il y a cette volonté d'être un peu le chef de la diplomatie mondiale. Donc c'est à la fois un ordre mondial nouveau, c'est la rupture quand même avec Trump sur ce plan-là et sur le ton aussi, mais on reste dans des réflexes de vouloir guider le monde sur les questions sanitaires, de sortie de crise, sur les questions climatiques. Et puis, il y aura des sujets sur lesquels il va falloir travailler avec les Européens, et aussi avec la Chine d'ailleurs. C'est la question iranienne. Il y aura plein d'autres occasions de redorer la relation transatlantique. La question iranienne qui vient se compliquer précisément avec cette question de vente des sous-marins nucléaires à l'Australie, avec d'un côté, en tout cas, on peut constater une sorte de politique de 2 poids 2 mesures. Pascal Boniface, très rapidement, après ça, je proposais à James Cohen de conclure cette première partie. D'accord avec Marie-Cécile pour dire que Trump et Biden, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce multilatéralisme et leadership, c'est pas tout à fait... Quand on veut imposer sa volonté aux autres, ce n'est pas du multilatéralisme. Et le leadership, c'est prendre des initiatives après avoir consulté les autres. Lorsque les États-Unis prennent l'initiative, ils ont consulté personne auparavant et ils n'informent personne. Ils disent, voilà, on prend une initiative. Donc c'est pour ça que c'est pas du vrai multilatéralisme. Et ce qui reste quand même dans la démarche américaine, les Américains étaient beaucoup plus multilatéralistes, d'une part entre 1945 et 1949, ou même dans les années 60. Ils consultaient plus les Européens dans les années 60, quand il y avait une vraie menace soviétique. Là, je n'appelle pas ça du multilatéralisme. Multilatéralisme modéré. James Cohen. Écoutez, le travail que je fais dans les relations internationales porte essentiellement sur les Amériques et je pense que je peux compléter un peu ces perspectives en parlant de la frontière, qui est un problème, entre autres, de politique étrangère des États-Unis avec les plus proches voisins. Je pense que Trump était absolument horrible avec les migrants, mais aussi avec les gouvernants des pays voisins d'où venaient les migrants. L'administration Biden est plus poli, mais n'est guère plus efficace et aussi brutal, jusqu'à maintenant en tout cas, pour ce qui concerne la gestion de la frontière. Vous avez vu les images de l'autre jour des Haïtiens en train d'être refoulés par la police frontalière. Bref, là, il y a une continuité inquiétante. Il n'y a pas que ça, c'est plus complexe, mais il y a plus de continuité qu'on aurait voulu. Plus de continuité que ce que l'on aurait voulu. Géopolitique, on vous retrouve. James Cohen avec Pierre Aski, Pascal Boniface et Marie-Cécile Nave après le journal. À tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Géopolitique, regard sur la politique étrangère américaine avec ce slogan de Joe Biden, America is back. Nous retrouvons nos invités à Nantes où nous sommes dans le cadre de Géopolitique de Nantes, événement co-organisé par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nantes Métropole est le lieu unique. Nos invités, donc Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Son dernier livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales
internationale et stratégique. James Cohen, politiste, professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle au sein du département Monde anglophone et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et Pierre Aski, chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, également président de Reporters sans frontières. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission des conséquences pour l'Europe de cette histoire de contrat de sous-marins entre les États-Unis et l'Australie, avec toutes les frustrations que ça a pu générer en Europe, avec ce sentiment de trahison, ça a été exprimé par la France. Si on se place côté asiatique, Pierre Aski, évidemment, les choses ne sont pas... le spectre n'est pas le même. Et pour le coup, je pense que cette décision et cette mesure qui marque aussi ce retour de l'Amérique, eh bien, est plutôt vue d'un bon œil. Alors, ça dépend par qui, mais c'est vrai que ça marque une escalade. À la tribune des Nations Unies, il y a quelques jours, Joe Biden a dit qu'il ne voulait pas d'une guerre froide. Or, il faut bien le dire que ça ressemble quand même beaucoup à la mise en place d'une guerre froide. On a, comme à l'époque de la guerre froide, des alliances qui commencent à encercler la Chine, à endiguer le containment, comme on disait à l'époque de la guerre froide, même le vocabulaire revient. Vous avez donc l'AUKUS, cette nouvelle alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Vous avez le Quad, alors qui est un regroupement qui existait déjà, mais qui tout d'un coup est élevé à un niveau stratégique plus important. Australie, Japon, États-Unis et Inde. Et qui vient de se réunir, pareil, au sommet à Washington. Et vous avez les embargos sur la technologie de pointe, entamés par Donald Trump, et une société comme Huawei est aujourd'hui barrée dans un certain nombre de pays occidentaux, n'a plus accès à certains types de composants, etc. Donc vous avez un certain nombre d'ingrédients de la guerre froide. Et l'Asie-Pacifique est aujourd'hui, ou l'Indo-Pacifique, pour employer le terme nouveau, est aujourd'hui le lieu du réarmement. Les dépenses, les investissements militaires sont considérables, et avec des foyers de tension qui sont colossaux, qui sont aussi bien terrestres à la frontière sino-indienne, où il y a eu un conflit il n'y a pas si longtemps et la tension reste palpable. Vous avez la mer de Chine méridionale, vous avez évidemment l'enjeu de Taïwan. Donc tout ça, c'est une équation qui est en train de prendre forme. Ça a commencé il y a déjà un certain temps, et vous avez une Chine qui, elle, se ferme, se braque, se durcit. Et donc vous avez ce face-à-face où effectivement, après Kaboul, l'Amérique et Joe Biden ont voulu montrer très vite, donc un mois après, que ce n'était pas un repli sur le territoire américain, c'était au contraire un redéploiement sur le conflit principal, la confrontation principale, qui est celle avec la Chine. Et donc on a effectivement cet esprit de guerre froide dans lequel on demande aux pays de choisir, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, et tout d'un coup l'Australie, qui avait, et là l'histoire des sous-marins est intéressante, parce que l'Australie avait choisi la technologie française pour développer son autonomie stratégique à elle, c'est-à-dire d'avoir sa propre vision dans une zone stratégique. Aujourd'hui, elle est clairement engagée dans le camp américain. Et la première réaction du Global Times, qui est le journal nationaliste de Pékin, qui est publié par le Parti communiste, ça a été de dire désormais l'Australie peut être frappée par nos armes nucléaires en cas de conflit avec les États-Unis, parce que l'Australie est dans le camp américain. Donc on voit bien que l'impact de toute cette histoire, c'est de faire monter d'un cran l'escalade et tous les dangers potentiels qui vont avec. Je ne pense pas que quiconque ait envie de la guerre aujourd'hui, ni les Chinois, ni les Américains, mais en revanche, la guerre accidentelle, c'est-à-dire un incident dans le détroit de Taïwan qui escalade. Il y a plein de scénarios possibles. Il y a d'ailleurs de très bons romans qui sortent avec des scénarios de Troisième Guerre mondiale qui se déroulent tous dans cette zone.
En tout cas, il a cet accord le mérite, ou cette alliance a le mérite de clarifier les choses. Il y avait en Asie des inquiétudes sous Donald Trump. On a entendu le Japon, la Corée s'inquiéter du fait que Washington envisageait un départ de troupes américaines, que le parapluie peut-être américain était plus incertain. Là, Marie-Cécile Nave, la question se clarifie avec Joe Biden. Sans compter que la Corée du Nord s'est renforcée sous Donald Trump, a acquis une présence internationale, une aura internationale, si je puis dire, sans contrepartie envers les Américains. Alors, Biden dit que c'est la fin des guerres sans fin avec le retrait de Kaboul, mais quand même, effectivement, la diplomatie dans la région, dans la région Indo-Pacifique, elle est très, très axée sur le militaire. Donc, il y a les sous-marins armés de missiles croisière Tomahawk. Il y a aussi une coopération renforcée dans les domaines qui déterminent ce que les protagonistes sur place appellent les guerres du futur, donc la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, etc. Et puis Boeing, la branche militaire de Boeing a annoncé qu'elle allait externaliser en Australie la fabrication d'un drone militaire, parce que ça permet aussi de compenser la branche civile de Boeing qui est un peu en difficulté. Donc, en plus, ça va faire débat aux États-Unis parce qu'il y a un transfert de technologie, ça risque de faire débat. Mais on voit bien que cette présence stratégique, certes avec des alliés anglo-saxons dans la région, elle est très très fortement axée sur le militaire. C'est pas les boys comme en Afghanistan, mais c'est les nouvelles technologies de défense face aux nouvelles menaces. Et donc, effectivement, ça ne peut que faire monter la tension et l'irritation du côté de la Chine et de ses alliés. Est-ce qu'on peut voir, James Cohen, dans ce qui se passe actuellement, une sorte de réaction, finalement, peut-être à la faiblesse américaine par rapport à la Chine en termes économiques et commerciaux, et donc on montre les muscles sur le plan diplomatique et militaire? Je pense que c'est incontestablement ça. J'ai cru voir le chiffre de 740 milliards de dollars prévus pour le budget du Pentagone cette année. Il y a eu une hausse très importante sous Trump et la hausse continue sous Biden. Et où va-t-on comme ça? Oui, c'est inquiétant. Pascal Boniface. Oui, d'ailleurs, Biden voulait réduire de 24 milliards les dépenses militaires américaines et c'est le Congrès démocrate qui a refusé en disant non, il faut muscler. Mais par rapport à votre question, comment c'est ressenti en Asie, ça dépend. Le Japon peut être rassuré parce que le Japon était très inquiet d'être lâché par Trump. En même temps, le Japon n'a pas envie d'aller tout à fait à la confrontation avec la Chine. La Corée du Sud est très effrayée par ce qui se passe, parce que la Corée du Sud commerce beaucoup plus avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et les pays de l'ASEAN sont aussi très inquiets, peut-être pas le Vietnam, mais les pays de l'ASEAN, qui sont des nations commerçantes, eux, ont envie de ne pas être laissés seuls face à la Chine, mais de ne pas être entraînés dans une croisade anti-chinoise par les États-Unis. Donc cette politique confrontationnelle, et les Australiens vont quand même apprendre, je leur souhaite bon plaisir, lorsque, 1, ils vont payer le dédit aux Français, 2, qu'ils n'auront aucune compensation industrielle de la part des Américains, 3, que les Chinois, avec lesquels ils ont un commerce international 4 fois plus élevé qu'avec les États-Unis, vont commencer à faire parce que les Chinois ne vont pas dire on continue à acheter tout ce qui est en Australie comme d'habitude. Donc, à mon avis, c'est les Australiens qui sont les dindons de cette farce qu'ils ont eux-mêmes montée. Mais donc, on assiste quand même à une course aux armements nouvelle. Et Trump l'avait déjà relancé, Biden la continue, et c'est ça qui m'inquiète, et je ne veux pas tomber dans le complotisme, enfin quand même, Eisenhower avait dénoncé, et Eisenhower n'était pas un fumeur de joint pacifiste, Eisenhower avait dénoncé le complexe militaire-industriel dans son dernier discours, et moi ce qui me frappe quand je regarde les États-Unis, c'est le lobby le plus puissant. Parce qu'il a bien réparti auprès des différents territoires. Il y a soit une caserne, soit une industrie d'armement. Et à chaque fois, la solution, c'est plus. Alors peut-être moins d'intervention, mais plus de dépenses militaires. Le problème, c'est que quand on a un gros marteau, on voit des clous partout. Et que, à force de muscler le dispositif, Biden voulait mettre fin aux guerres sans fin. Mais il ne faudrait pas que, d'une autre façon, il en lance une par inadvertance. Alors, pendant très longtemps, je luttais contre ce concept de nouvelle guerre froide. Je dois avouer que j'ai eu tort et qu'il y a effectivement... La seule différence, c'est qu'il y avait 2 milliards par an d'échanges économiques entre l'URSS et les États-Unis. Il y a 2 milliards par jour entre Pékin et Washington.
L'autre différence, c'est qu'au plus fort de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait que 40% du PIB américain. La Chine est déjà à 70% du PIB américain. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la réaction américaine, c'est qu'ils sont angoissés par la montée en puissance de la Chine. Mais je ne crois pas que la Chine va dire « Oh, on comprend votre douleur, on va s'arrêter de croître parce que ça vous inquiète et vos craintes sont légitimes. » Pierre Aski. Oui, cette guerre froide, comme la précédente, se déroule partout. Et il y a un aspect intéressant à la fois dans la prise de position du dernier G7, mais aussi dans le discours de Biden aux Nations Unies. C'est l'idée, par exemple, de proposer un grand plan de construction d'infrastructures au monde, qui est le pendant des routes de la soie chinoises, avec la construction de ports et d'infrastructures un peu partout. Et on voit bien que l'enjeu, il est à la fois, certes, d'endiguer la Chine militairement en Asie, de la décourager, par exemple, d'attaquer Taïwan, mais aussi de reprendre pied là où l'influence chinoise a le plus augmenté ces 2 dernières décennies, le continent africain, par exemple. Il faut savoir aujourd'hui que si Huawei, donc l'équipementier télécom, est banni des États-Unis et d'une bonne partie de l'Europe, 9 États africains sur 10 utilisent Huawei pour la 5G. Donc les Chinois ont acquis des positions dans un continent comme l'Afrique, mais aussi ils sont devenus le premier partenaire commercial de l'Amérique latine. On pense souvent à l'Amérique latine comme la chasse gardée de l'Amérique du Nord, mais ça n'est plus du tout le cas. Donc il y a dans cette stratégie qui est conçue aujourd'hui à l'échelle mondiale une volonté de reconquête de ce qui a pu être perdu au cours des 2 dernières décennies au profit de l'influence chinoise. Alors, James Cohen, sur l'Amérique latine. Après ça, j'aimerais qu'on parle nucléaire et Taïwan. Tout à fait. Je voulais juste dire un mot au passage sur Cuba, parce que si vous cherchez des signes de guerre froide, vous en trouverez aussi à Cuba, parce que Trump nous y a replongé et Biden continue, mais en pire, avec des sanctions et des mesures d'embargo plus strictes encore que celles imposées ou maintenues ou imposées par Trump. Ça nous rappelle des choses très anciennes. C'est de la guerre froide. Inutile. Alors la question de la prolifération nucléaire, on a bien compris qu'en favorisant les 8 sous-marins à propulsion nucléaire plutôt que les 12 sous-marins à propulsion diesel de la France, les États-Unis remettent en cause les accords de non-prolifération. Et la question de l'Iran, les négociations avec l'Iran, prend peut-être une tournure différente de ce qu'elle était précédemment, Marie-Cécile Nave. Oui, d'autant que les négociations sont au point mort. Elles ont repris au printemps avec la nouvelle administration américaine, mais l'Iran est sorti renforcé des années Trump, puisque quand Trump sort des accords de Vienne de 2015 en 2018, eh bien, l'Iran reprend sa fabrication nucléaire, et aujourd'hui, elle dit... On entrera dans les négociations avec vous, Américains, mais aussi France, Chine, Russie, etc., si vous arrêtez à Washington les sanctions financières et économiques contre nous, ce que refusent évidemment de faire les États-Unis, en particulier, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'il y a un consensus républicain-démocrate sur ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de sujets de consensus, mais enfin, celui-là et la Chine c'en est un. Donc, pour l'instant, les négociations sont au point mort, et pourtant, on pourrait dire que c'est la deuxième priorité géopolitique de Biden, de revenir sur cet accord de non-prolifération nucléaire du côté de l'Iran. Et puis, c'est un jeu de domino, puisqu'il y a aussi les relations avec Israël dans la région qui sont en jeu pour les États-Unis. Donc, affaiblir l'Iran, ça fait partie des objectifs de Biden. Est-ce qu'il pourra tout faire dans son premier mandat ou dans son seul mandat? On verra. Pierre Aski. Il y a un petit élément qui est passé assez inaperçu la semaine dernière, c'est que l'Iran est devenu membre à part entière de la Shanghai Cooperation Organization, SCO, que peu de gens connaissent parce que ça s'est monté au cours des 20 dernières années sans faire trop de bruit et on n'y a pas prêté trop attention, mais c'est une organisation qui est coparrainée par les Chinois et les Russes. Et qui était à l'origine destinée à sécuriser l'Asie centrale, donc tous les pays en stan, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc., en faisaient partie. Ça s'est énormément élargi depuis, et dimanche dernier, l'Iran est devenu membre à part entière. Et c'est extrêmement intéressant parce que
les Américains ont tendance à penser que l'Iran est isolé, que l'Iran est acculé et n'aura pas le choix que de rentrer dans les négociations. Et là, on a le signe que l'Iran a une marge de manœuvre, que les Chinois, échaudés par les Américains, commencent à mener leur propre stratégie. On murmure qu'ils achètent beaucoup plus de pétrole iranien qu'autrefois, malgré les sanctions américaines. Et donc, il y a là encore la contamination de la guerre froide, de l'esprit de guerre froide, avec deux blocs et des contournements de sanctions, de boycotts, etc. Alors justement, je ne sais pas si on aura le temps de parler de Taïwan, mais Pascal Boniface, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le défi du monde actuel est précisément de maintenir un monde unique ? Un monde unique. Un monde unique, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on va vers une sorte de régionalisation du monde. Alors oui, effectivement, on peut avoir même la technologie, il y aurait une norme américaine, une norme chinoise, et il y a une compétition, de sorte de nouvelle division avec des technologies qui deviendraient non compatibles. Mais je ne pense pas, ça reste en fait, on voit bien que c'est un monde globalisé avec la Chine qui passe des alliances et les États-Unis qui en passent, et c'est à l'Europe aussi. L'Europe a un rôle important, l'Europe a le choix soit d'être embrigadée dans une croisade anti-chinoise, soit d'essayer d'être un pont entre la Chine et les États-Unis. C'est difficile, c'est compliqué, mais il n'y a pas tellement, parce que cette confrontation, nous, le problème de la suprématie mondiale, ce n'est pas le problème de l'Europe. Ça fait longtemps qu'on y a renoncé. C'est le problème des États-Unis, parce que les États-Unis dominent le monde depuis 1945, ils s'aperçoivent avec effroi qu'ils ne vont plus le dominer. Donc ils sont angoissés et ulcérés, que ce soit en plus un pays non caucasiens et communistes qui puissent les doubler. Et à nous de ne pas se laisser embrigader là-dedans pour ne pas donner plus d'arguments. Et l'Australie, là-dessus, la geste australienne est très coupable parce qu'ils alimentent quelque chose qui va plutôt conforter les Américains que cette guerre froide est gagnable. Et donc, à nous de dire non. Et c'est vrai que l'Europe, on est par rapport à la Chine en rivalité, on est en opposition sur les questions de droits de l'homme, etc. On est en rivalité sur les affaires commerciales, technologiques, mais on est aussi parfois en partenariat. En tout cas, il est vraiment important, pour éviter cela, que les Européens décident de leur propre agenda, aussi bien par rapport aux États-Unis que par rapport à la Chine, et qu'ils ne soient pas confrontés au choix unique de dire on est obligé de suivre les Américains comme on était obligé de les suivre contre l'Union soviétique. Avec cette question tout de même de savoir si les Européens peuvent rester sans choisir leur camp, mais avec ça, un besoin d'exister, un besoin de se renforcer. Pierre Aski. Oui, je pense que c'est très compliqué et ça va devenir difficilement tenable parce que cette polarisation à la fois devient une réalité et chacun est sommé de choisir son camp, mais aussi parce que être neutre, c'est laisser la place à la Chine. Et aujourd'hui, on voit bien que le comportement de la Chine, la manière dont elle se conduit à la fois en interne et en externe, pose problème et ne permet pas de continuer à dire qu'on peut être partenaire, etc. Le revirement australien, il est en partie dû au fait que l'Australie est punie depuis 18 mois pour avoir été le premier pays à poser la question de l'origine du virus du Covid et avoir demandé une enquête. Et depuis, il y a boycott d'un certain nombre de produits australiens et les Australiens en ont conclu qu'il valait mieux se remettre dans le camp américain que de rester tout seul dans ce petit bout de Pacifique. Et nous, on va avoir le même problème, c'est-à-dire que regardez les réactions au moment de cet accord commercial qui a été conclu en décembre entre l'Europe et la Chine, l'accord sur les investissements, qui a été extrêmement controversé, qui s'est retrouvé pris très vite dans les sanctions qui ont été prises par l'Europe contre des personnalités chinoises pour le traitement des Ouïghours, contre-sanctions chinoises contre des personnalités du Parlement européen, dont Raphaël Glucksmann, et à l'arrivée, une ratification de cet accord qui n'aura sans doute jamais lieu, ou en tout cas pas avant Mathusalem. Et donc, le fait de dire oui, mais on peut d'un côté coopérer avec la Chine, de l'autre côté la critiquer sur les droits de l'homme, ça devient de moins en moins plausible comme stratégie, parce que la montée des enchères des deux côtés fait que la Chine aussi se cabre, se ferme, se durcit, et on a aujourd'hui un pays qui est
qui en tout cas ne cherche plus à séduire ou à se faire comprendre du reste du monde et qui, au contraire, affirme ses positions d'une manière extrêmement tranchée. Et se faire respecter de la sorte. Merci Pierre Aski. Je rappelle que vous êtes chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, président de Reporters sans frontières. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Dernier livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, paru aux éditions Kalman Levy. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et James Cohen, politiste et professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle au sein du département monde anglophone et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Julien Boileau à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. Demain, nous parlerons des menaces sur les démocraties dans le monde, toujours dans le cadre de Géopolitique de Nantes. À demain. Eh bien voilà. C'était très très bien. Voilà, donc cette émission sera diffusée demain sur RFI à 20h40 en heure de Paris. Je vous propose maintenant pour cette deuxième partie, voire troisième partie, de recueillir les questions qui peuvent être les vôtres sur des sujets que nous avons déjà abordés, sur lesquels vous souhaiteriez un approfondissement ou d'autres questions. Il y a un micro, voire peut-être deux, je ne sais pas, qui circulent dans la salle. Madame qui est là, alors je sais qu'il y a une question juste devant. Et puis, alors peut-être qu'on va prendre 2-3 questions de façon à finalement gagner du temps et permettre à chacun de vous répondre. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, bienvenue à Nantes et merci d'être là. Alors, ma question est un peu technique parce que je l'ai suivie avec détail. Cette question d'Ocus, c'est le piège de Thucydide, Sparte contre Athènes et les États-Unis, c'est Sparte et Athènes, la Chine actuelle. Et la France est éjectée de ce dispositif, évidemment. Le type de sous-marin, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque américain qui sera pris. Donc un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est fait pour détruire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois et c'est fait aussi pour espionner les côtes chinoises parce qu'un sous-marin nucléaire peut rester 2 mois sous l'eau sans remonter à la surface. Donc le type de sous-marin, c'est important. Et ça permet accessoirement, comme a dit Madame Nave, d'envoyer des missiles Tomahawk contre le territoire chinois. Donc c'est une arme offensive. Et le modèle de réacteur utilisé dans ces sous-marins nucléaires d'attaque américains, comme anglais d'ailleurs, ce sont des réacteurs à uranium hautement enrichis. Et ça change tout. C'est-à-dire les Australiens... Pardonnez-moi, oui. Vous pouvez en venir à votre question. Donc ma question est celle-ci. Quand est-ce que la guerre va se déclencher Chine-États-Unis? Parce que là, on monte aux extrêmes. Éjecter la France, c'est monter aux extrêmes, c'est le signal. Alors, à quand la guerre Chine-États-Unis? Est-ce qu'il y a d'autres questions, de façon à ce qu'on les regroupe un tout petit peu? Oui, bonjour. Bonjour, je ne sais pas où vous êtes, mais... Voilà, je tends ma main. Dominique Leglu, je dirige Sciences et Avenir et la Recherche, et j'interviendrai tout à l'heure sur la conquête spatiale. Mais ma question est sur la Russie. Comment va se positionner la Russie par rapport à cette... il faut que je me lève. Comment va se positionner la Russie, ou peut-elle se positionner maintenant vis-à-vis de cette confrontation États-Unis-Chine? Et justement, quels sont les ingrédients nouveaux? Vous avez tous abordé, mais brièvement, la question de la prolifération. Est-ce que vous pouvez repréciser, après la question de monsieur, un sous-marin nucléaire, est-ce que c'est vraiment de la prolif? Ou est-ce qu'il faut d'autres ingrédients? Mais on a évoqué quand même le fait que l'Australie, si elle voulait ne pas être totalement dépendante, elle avait 20 ou 30 ans de boulot devant elle pour développer une filière. Est-ce entendable? Est-ce que ça a un sens? Merci. Merci. Peut-être une autre question et après ça, les réponses.
Bonjour, merci pour vos interventions. Justement, j'avais une question, M. Aski l'a abordé, sur la position de la Chine, contrairement à la situation de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, la Chine tend à justement ne pas faire d'idéologie et paradoxalement se positionne un peu comme garant du droit international. Est-ce que justement ça ne lui donne pas cette capacité de pénétration, parce qu'il n'y a pas ce côté repoussoir idéologique, notamment en Europe, on le voit, avec des projets, notamment au Monténégro, cette technique de la dette, justement, qui lui permet petit à petit, finalement, de s'implanter dans tous les pays du monde, et aussi de faire que que beaucoup de personnes dans plein de pays, en fait, ne voient pas tellement le problème avec le fait que la Chine, finalement, devienne le nouveau hégémone qui remplace les États-Unis. Merci. Alors, 3 questions. À quand la guerre Chine-États-Unis? La Russie, son positionnement et la question de la prolifération. Finalement, il y avait un peu 2 questions dans une. Je réponds sur la prolifération. En fait, non, c'est des sous-marins à propulsion nucléaire, mais qui ne sont pas équipés d'armes nucléaires. Le problème de la prolifération se pose puisqu'il faudra stationner l'uranium enrichi pour la propulsion, et donc c'est le parallèle avec l'Iran. Les Iraniens diront, si vous permettez à l'Australie d'avoir de l'uranium enrichi, pourquoi vous ne le permettez pas à nous? Et on lui apprendra, ça a toujours été comme ça, donc je ne vois pas pourquoi vous auriez le droit aux mêmes choses que les autres. Donc c'est bon, ça, mais c'est juste enfin, les Iraniens vont soulever le problème, mais ça va gêner personne. Ça va gêner personne que l'Australie puisse avoir l'uranium enrichi, et l'Australie ne veut pas avoir d'armes nucléaires. Elle a signé le TNP, elle est très engagée là-dessus, et donc il ne faut pas confondre propulsion nucléaire et missiles nucléaires. Sur la Russie, peut-être un mot. La Russie observe ça avec satisfaction. Une montée des tensions entre la Chine et les États-Unis est quelque chose qui ne peut que satisfaire la Russie, qui voit justement, quand vous avez quand dans un triangle, vous avez un conflit entre les 2 points d'un triangle et que vous êtes à part dans ce conflit, c'est vous qui gagnez. Pierre Aski, je crois que vous souhaitez réagir sur la question du piège de Thucydide. Oui, un petit mot d'explication, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier de cette idée. C'est un livre qui a relancé cette idée il n'y a pas longtemps d'un auteur américain qui s'appelle Graham Allison. Et l'histoire du piège de Thucydide, c'est qu'en gros, lorsqu'une puissance montante défie une puissance établie, la guerre est inévitable. Donc c'est l'exemple effectivement de Sparte et Athènes. Et donc le risque aujourd'hui, il est qu'on reproduise ce schéma. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inévitable. Je pense qu'on est dans une phase, sans remonter à Sparte et Athènes, qui rappelle plutôt les débuts de la guerre froide avec l'Union soviétique, au sens où il n'y avait pas de règles du jeu. Entre les Soviétiques et les Américains lorsque la guerre froide a commencé. Il y a eu un certain nombre de conflits qui ont éclaté. Il y a eu la guerre de Corée, il y a eu la construction du mur de Berlin, etc. Et puis il y a eu la crise de Cuba. Et la crise de Cuba a été le paroxysme puisqu'on a frôlé la guerre nucléaire. On a été à 2 doigts d'un affrontement nucléaire entre les 2 superpuissances de l'époque. Et lorsque ils ont fait un pas en arrière chacun pour désamorcer cette crise, on est rentré dans une autre phase de la guerre froide qui a été les accords de désarmement, la coexistence pacifique, plus ou moins, je résume à grands traits, et des guerres par procuration, c'est-à-dire qu'on s'est fait la guerre en Afrique australe, on s'est fait la guerre en Amérique centrale, on s'est fait la guerre en Indochine ou ailleurs, mais on ne s'est pas fait la guerre directement. Et ça a été le cas jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991. Aujourd'hui, on est dans cette phase où il n'y a pas de règle du jeu. Entre la Chine et les États-Unis, il n'y a pas de règle du jeu. Et il n'y a même pas de culture de l'affrontement sans aller trop loin. Et donc, c'est pour ça que cette phase est particulièrement dangereuse, parce qu'on est à la merci d'une escalade. Et juste une petite anecdote, mais en 2001, tout le monde a oublié cet épisode, en juin 2001, il y a un avion espion américain qui longe l'espace maritime chinois, comme il doit le faire tous les jours, avec plein d'électronique pour écouter ce qui se passe dans cette partie de la mer. Et il y a un jet chinois qui vient et qui s'approche un peu trop près, et les ailes se touchent. L'avion chinois tombe, le pilote meurt.
Et l'avion américain est endommagé, il doit aller se poser dans l'île chinoise de Hainan. Et l'équipage est gardé prisonnier, de fait, pendant plusieurs semaines, et les Chinois obligent les Américains à récupérer leur avion en kit, dans des caisses, à démonter tout leur avion, après avoir récupéré tout ce qu'ils pouvaient du matériel d'espionnage qui était à bord, que les Américains avaient tenté de casser avant d'atterrir. Ils étaient là avec des marteaux à essayer de tout casser. C'est une scène de film, hein, ce que je raconte, mais c'est la réalité. C'était le début de l'ère Bush. Et à ce moment-là, les relations étaient exécrables. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le 11 septembre. Je parlais de juin, juillet, août. Le 11 septembre arrive et la direction du Parti communiste chinois fait un communiqué pour dire « nous sommes du côté des Américains » et vote à l'ONU avec les Américains. Et donc, cet épisode a été oublié. Mais le même épisode aujourd'hui, vous avez dans le détroit de Taïwan un destroyer américain qui heurte un faux bateau de pêche chinois, etc. Vous avez une escalade dont on ne sait pas où elle peut s'arrêter. Et donc c'est ça qui rend cette phase particulièrement dangereuse. Et c'est pour ça aussi, je pense que Biden a réagi très vite. J'étais l'autre jour, avant l'épisode des sous-marins, j'étais dans une émission avec Le Drian à la télé, et il a dit un truc qui était bien vu, je trouvais, parce qu'il a dit il ne faudrait pas que nos amis chinois se disent que le retrait américain d'Afghanistan signifie que les Américains se retirent de la scène internationale et que la voie est libre pour Taïwan. Et c'est ça le danger, c'est la mauvaise interprétation de la posture de l'autre. Croire que l'autre va vous attaquer, croire que l'autre est trop faible et ne pourra pas défendre. Il y a eu un débat l'autre jour aux communes à Londres qui était intéressant. Theresa May a posé la question à Boris Johnson. Si la Chine attaque Taïwan, est-ce que nous, Britanniques, nous interviendrons pour défendre Taïwan? Il n'y a pas eu de réponse. Et il y a une ambiguïté stratégique. Joe Biden a dit dans un de ses discours après le retrait d'Afghanistan, il a dit mais ne vous inquiétez pas, les pays avec lesquels nous avons des traités, notre garantie reste. Et il a cité l'OTAN, le Japon, la Corée, et il a ajouté Taïwan. Sauf qu'avec Taïwan, il n'y a pas de traité, puisque les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan, puisqu'il a fallu choisir, au moment de la reconnaissance de Pékin, de rompre avec Taïwan. Il y a un accord de défense. Oui, mais il n'y a pas d'automaticité comme l'article 5 de l'OTAN ou ce qu'il y a avec le Japon et la Corée. Et le Taiwan Relations Act, qui a été adopté par le Congrès à l'époque, au moment de la rupture, ne prévoit pas d'intervention automatique. Il y a des ventes d'armes, il y a des accords militaires, il y a plein de choses, mais il n'y a pas d'automaticité. Et c'est cette ambiguïté-là qui peut faire qu'à un moment, les Chinois se disent les Américains ne bougeront pas. C'est comme ça que la guerre de Corée a démarré. Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, le dirigeant actuel, était convaincu que les Américains ne bougeraient pas s'il attaquait la Corée du Sud, parce que après la Seconde Guerre mondiale, les Américains s'étaient retirés d'une partie du Pacifique et avaient exclu la Corée de leur centre d'intérêt. Il l'avait déclaré. Il l'avait déclaré. Et donc Kim Il-sung est allé voir Mao, qui venait de prendre le pouvoir à Pékin, et il lui a dit les Américains ne bougeront pas, ils l'ont dit, ça ne les intéresse pas la Corée. On est en ce moment dans une position supérieure, on y va. Et ils sont allés convaincre Staline de leur donner le feu vert, parce que ça se passait comme ça à l'époque. Et on sait ce qui s'est passé, ils sont intervenus, ils ont quasiment conquis toute la Corée, les Américains sont revenus, les ont repoussés, puis les Chinois sont rentrés dans la guerre. Là, on a eu une situation hallucinante quand même. Pendant 3 ans, il y a eu certaines batailles dans la guerre de Corée qui sont parmi les plus grandes pertes de l'histoire militaire américaine. Donc voilà, d'un malentendu sur l'interprétation stratégique. Juste un petit mot, pardon, je suis très Oui, long, absolument, mais on n'est pas à l'antenne, donc réponse à ce que disait monsieur. Je pense qu'il y a quelque part, il y a un modèle chinois qui ne s'appelait pas modèle il y a encore quelques années et que les Chinois commencent à appeler modèle. Ce modèle, c'est en gros un modèle d'autoritarisme politique et d'efficacité économique qui permet de sortir de la misère, de construire un État moderne, efficace, etc. Sous-entendu, le non-dit, c'est « regardez les démocraties, ils ne sont plus efficaces. Elles ne sont plus efficaces. » Et ce modèle-là, il a un certain
impact dans les pays en développement. Vous êtes aujourd'hui un pays africain qui a été confronté pendant 30 ans aux règles du FMI, à la coopération française, américaine ou autre, et qui ne décolle pas. Et vous voyez la Chine qui était dans le même état il y a 30 ans et qui aujourd'hui est en passe de devenir la première puissance mondiale. Donc vous vous dites, peut-être qu'ils ont la solution qu'on attend. Le problème, c'est que la mise en œuvre de ce modèle, lorsqu'il est exporté, n'est pas tout à fait convaincante, parce que les investissements chinois s'accompagnent d'une dette excessive, parce que la corruption qui l'accompagne est énorme. Vous avez une crise qui est en train de monter. Surveillez bien les infos, vous allez voir ça dans quelques jours, semaines ou mois, mais en tout cas, c'est là que ça va se passer. La République démocratique du Congo. En RDC, vous avez le secteur minier a été pris par les investissements chinois au cours de la dernière décennie. Il se trouve que dans l'est de la RDC, vous avez tous les minerais qui comptent aujourd'hui, tous ceux qui servent à faire les batteries des voitures électriques, les smartphones, les ordinateurs, etc. Et ils sont aujourd'hui contrôlés par la Chine. Le nouveau président, enfin nouveau, ça fait 2 ans qu'il est là, mais dans un premier temps, il était allié à son prédécesseur, Kabila, qui avait signé les accords. Le président actuel, Tshisekedi, est en train de mettre à plat tous les accords, et notamment le plus gros de 6 milliards de dollars, pour révéler en gros la corruption de son prédécesseur. Et au passage, ça éclabousse les investissements chinois. Donc il y a une distance entre ce modèle qui a l'air séduisant sur le papier, qui est OK, on renonce à nos libertés, mais on sort de la misère et on développe nos pays. Et puis de l'autre côté, la mise en œuvre qui s'accompagne de népotisme, de corruption et d'un manque d'intérêt aussi pour les alliés, pour reprendre un mot qu'on a employé au début de l'émission. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Marie-Cécile Nave et James Cohen? Sur ces questions-là, Non, alors on va vous redonner la parole. Oui, monsieur. Peut-être vous attendez juste un micro, parce que sinon on vous entendra pas suffisamment. Pardon. Excusez-moi. Bonjour. J'aurais voulu que vous me donniez quelques explications sur le contrat français. Quelles étaient les motivations du gouvernement de M. Hollande? Des intérêts économiques, des intérêts stratégiques? Je ne comprends pas très bien. Le contrat de sous-marin avec l'Australie. Le contrat que la France a lié avec l'Australie. D'accord, et qui vient d'être interrompu. Alors, madame, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous laisse la parole. Oui. Au milieu, bonjour. Bonjour. Monsieur Boniface, vous avez dit tout à l'heure que l'Europe peut essayer d'être un pont entre les US et la Chine. En fait, ma question, c'est quel rôle peut jouer l'Europe? Doit-elle choisir un camp? Et quel avenir pour l'Europe? Est-ce qu'on prend une troisième question, si elle existe? Oui, j'aurais aimé savoir combien de temps, d'après vous, pouvait durer la politique unilatéraliste des USA. Merci. Alors, le contrat français, quel rôle pour l'Europe, et la politique unilatéraliste des Américains, combien de temps peut-elle durer? En un mot, peut-être vous pourrez compléter. La France est placée dans une situation un peu compliquée, c'est qu'elle veut garder la maîtrise de ses armements, et pour le faire, elle est obligée d'exporter. Et donc on le voit bien avec le Rafale. C'est très intéressant la manière dont ça se passe. Il y a 30 ans, il y a un avion européen qui a été décidé, donc l'Eurofighter, avec les Anglais, les Allemands et je ne sais plus qui d'autre, 3-4 pays. Et la France a décidé de faire le Rafale, 100% français. Pourquoi? Parce que, tradition gaullienne absolue, on veut la maîtrise totale de notre armement. Mais pour faire un avion à 100%, mais c'est pareil pour un sous-marin ou pour un char, il faut pouvoir l'exporter parce que les besoins français ne justifient pas le coût du développement. Et pour le Rafale, je connais mieux le problème du Rafale que des sous-marins, mais il y avait dans les contrats avec Dassault une clause où la défense française, l'armée de l'air française était obligée d'acheter les avions qui n'étaient pas exportés. Et donc lorsque le premier contrat d'exportation a été signé
par Jean-Yves Le Drian, à l'époque à la Défense. Il y a eu le champagne a coulé à flot au ministère des Armées ou de la Défense parce que c'était 1 milliard qui revenait dans les caisses, que le budget de la Défense n'avait pas à débourser cette année-là, parce qu'il y avait des exportations. Depuis, il y a eu d'autres contrats, et je peux vous dire que ça a changé la donne. Et c'est la même chose pour les sous-marins. Plus on exporte, plus le coût de revient est faible. C'est pareil pour les petits pois. Sauf que là, on parle de questions stratégiques. Et ça, c'est la partie industrielle. La partie stratégique, c'est que la France, depuis déjà un certain temps, veut être une puissance indo-pacifique, comme on dit. D'abord parce qu'elle a une présence. Alors, il ne faut pas exagérer cette présence. Hein. On fait souvent le grand cas du fait que nous avons 7000 hommes et une présence militaire permanente. Il y a une vague frégate qui se promène. Ce n'est pas la 7e flotte américaine. Mais il y a une présence permanente française. Il y a des territoires. Il y a 1,5 million de citoyens français dans la zone Pacifique. Et que dans le lien avec l'Australie, il y avait l'idée d'un renforcement d'une présence autonome de la France qui ne passerait pas nécessairement par les Américains, qui, eux, sont évidemment la grande puissance de l'Asie-Pacifique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Merci. Pierre Aski, le rôle pour l'Europe Oui, alors je n'ai pas dit que l'Europe était un pont. Elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas encore pour le moment. Et là, j'ai un désaccord avec Pierre. Je ne pense pas qu'on soit obligé de suivre les États-Unis dans leur guerre avec la Chine. Les États-Unis, ils l'ont prouvé avec l'affaire Australia, ils l'ont prouvé lorsqu'ils ont condamné la BNP à 9 milliards d'amende, ils l'ont prouvé, c'était Obama, ils l'ont prouvé lorsqu'ils ont emprisonné notre compatriote Frédéric Pierucci dans des conditions ignobles pour pouvoir mettre la main sur Alstom. Les États-Unis ne sont pas toujours notre allié. Ah, mais Pascal, je n'ai pas dit qu'il fallait suivre les Américains, j'ai dit qu'on risquait de ne pas avoir le choix. Justement, parce que la Chine se rend de plus en plus infréquentable et qu'à un moment, si tu dois choisir ton camp, tu ne vas pas... on a le même problème entre la Russie... Voilà. On a le même problème. Question, et je pense qu'on n'a pas... On a le même problème avec la Russie et avec la Chine. C'est sûr que la Russie se crispe, mais que l'attitude occidentale à empiler les sanctions contribue... Enfin, on est dans les cercles vicieux, aussi bien avec la Chine qu'avec la Russie. Donc, est-ce que l'Europe essaye de casser ces cercles vicieux ? Mais je pense que si les États-Unis pensent de toute façon le fruit européen tombera de notre côté, ils ne vont pas changer. Donc quel levier on peut avoir ? Nous, le levier, c'est que je pense que c'était une erreur de suivre les sanctions américaines. Les États-Unis, ils ont 1% de leur commerce avec la Russie. En 2014, on a suivi les sanctions, on s'est sanctionné nous-mêmes. Et donc je pense que de temps en temps, on devrait dire, attends, où sont nos intérêts à nous ? Et même si, OK, système politique et tout, mais les Américains ne font pas toujours attention aux intérêts. Et nous, on devrait... Le rôle de l'Europe, c'est aussi bien par rapport à la Russie que par rapport à la Chine. Essayons que ceci n'entre pas dans un cercle vicieux dans lequel il sera de plus en plus difficile de se désengager. Là, on en est à se féliciter qu'il y ait l'exposition Morozov, pour dire, ah ben voilà, il y a des contacts avec la Russie. Alors, je ne sais pas si Louis Vuitton est un agent russe, qu'on peut l'accuser d'être au service de la Russie, mais bon, on s'est mis dans des pièges, cela. Et donc, je crois que le rôle... Alors, bien sûr, beaucoup de pays européens ne pensent pas cela, mais c'est un sujet sur lequel on peut avoir un effet d'entraînement avec l'Allemagne. Il est plus facile d'avoir un accord avec l'Allemagne sur ces points que sur d'autres points, notamment le Proche-Orient ou encore plus l'autonomie stratégique. Mais je pense qu'il est vital par rapport à la montée des tensions. Si les Américains pensent de toute façon les Européens nous suivront parce qu'on est la famille occidentale, eh ben on va vers le choc des civilisations. Et alors la question sur la politique unilatéraliste des États-Unis, combien de temps peut-elle durer encore ? James Cohen. Oui, merci. Je peux répondre partiellement, pas complètement. D'ailleurs, nul n'est prophète, je ne sais pas jusqu'à quand, mais il y a une contradiction émergente qui a été signalée par Pascal Boniface tout à l'heure, à savoir qu'en termes relatifs, les États-Unis ne sont pas aussi puissants qu'il y a quelques décennies en termes strictement économiques, mais en termes militaires,
il y a comme un effet de compensation. On essaye de montrer les muscles bref, il y a cette contradiction émergente qu'il faut observer, qui peut durer quelque temps. Il serait un peu imprudent de prévoir l'effondrement de l'Empire américain après-demain. J'y crois pas trop. Il y a aussi d'autres atouts de puissance comme la monnaie qui reste, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, le dollar reste une grande monnaie de référence. Bon, et ce qui permet aux États-Unis au passage de s'endetter de manière illimitée, ce que d'autres pays ne peuvent pas se permettre. Bref, ça peut durer un temps. Je voulais juste dire au passage aussi qu'il faut surveiller ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec la politique étrangère. Il peut y avoir des zones de consensus, mais en même temps, il y a beaucoup de frustration avec les guerres sans fin. Il y a eu des moments dans l'histoire pas si lointaine où l'intervention, pas d'une vague opinion publique, mais de véritables mouvements sociaux ont pesé dans la balance pas pour arrêter tout de suite la guerre au Vietnam, mais pour hâter la fin de cette guerre. Et également à l'époque de l'intervention de l'administration Reagan en Amérique centrale, il y a eu d'importants mouvements qui ont permis au Congrès à l'époque d'arrêter Reagan dans son élan jusqu'à un certain point. Bref, je pense qu'il y a aussi des mouvements émergents de surveillance critique de la politique étrangère depuis l'intérieur, largement à gauche et même à droite un peu, pas à l'intérieur du Parti républicain tel qu'il est aujourd'hui, mais il y a aussi une mouvance plus conservatrice, mais très méfiante de l'Empire. Si vous regardez un peu les travaux du Quincy Institute, fondé récemment, il y a des gens de gauche et de droite là-dedans qui s'entendent très bien parce qu'on essaye de mieux comprendre ce que fait notre grande puissance et comment on peut essayer de la calmer. Marie-Cécile Naud, vous souhaitez rajouter quelque chose, ou alors je laisse peut-être la possibilité d'une ou deux dernières questions parce qu'il nous reste 3 petites minutes. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ici. Alors, moi, ma question, c'est nous, en tant qu'Européens, est-ce qu'on souhaite vraiment le retour de l'Amérique ou pas? Et est-ce que vous pensez que ça peut plus nous bénéficier que de nous rajouter des contraintes? Voilà. Une autre question sera peut-être la dernière. Oui, je me demandais si vous avez parlé de guerre froide. Et donc on est dans un monde multipolaire avec, il n'y a pas seulement les États-Unis et la Chine. Je me demandais si cette guerre froide elle serait bipolaire ou s'il y aurait toujours cette multipolarité. Alors, est-ce qu'on a intérêt à rester lié à l'Amérique? En fait, ça, votre question, ça dépend de quoi on parle, parce que l'influence de l'Amérique, c'est pas que le militaire, c'est aussi quand même encore une très grosse influence sur les contenus culturels, sur les normes, sur un certain nombre de normes culturelles, sur les industries du divertissement, où là-dessus, on aura quand même beaucoup de mal à s'en défaire. C'est aussi un lieu de bataille avec la Chine sur la question des technologies. Et là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les nouvelles technologies, la question des données personnelles, de l'intelligence artificielle, la Chine, elle est très très crainte par les États-Unis et aussi par l'Europe, parce que de par leur système qui n'est pas très très démocratique, on pourrait dire en Chine, ça leur permet de tester un certain nombre de technologies de surveillance que nous occidentaux, on ne peut pas faire, en tout cas moins, parce qu'on peut le faire quand même un petit peu, du fait de la préservation des libertés individuelles. Donc là-dessus, il y a aussi une bataille qui va s'amplifier sur l'attrait de certains produits, l'attrait de certains services que les Chinois vont continuer de renforcer pour nous vendre davantage de choses. Mais la gestion des données personnelles et la surveillance des populations, ça c'est une vraie question. Mais au niveau, comme je disais, des contenus culturels, des industries du divertissement, là, les États-Unis, ils sont quand même encore très forts, même si du côté de certains pays asiatiques, les contenus culturels circulent beaucoup, notamment dans les nouvelles générations. Il y a un très fort engouement pour certains contenus culturels issus d'Asie. Il y a des travaux très intéressants là-dessus menés par Sylvie Octobre, notamment. Alors, la réponse à la question sur la guerre froide. Une dernière question, peut-être.
Je réponds sur la multipolarité. C'est vrai que dans cette phase, on a vu émerger de nouvelles puissances qui se détachent des blocs ou des superpuissances auxquelles elles étaient rattachées. Le premier exemple, la Turquie, par exemple. La Turquie fait partie de l'OTAN, mais en même temps, elle est aujourd'hui à Kaboul, au lendemain de la défaite de l'OTAN, à s'occuper de l'aéroport sous le régime des talibans. On l'a vu dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan jouer un rôle autonome. Elle n'était pas là au nom de l'OTAN et elle a pesé sur l'issue du conflit. Donc on a l'émergence comme ça de ces puissances, l'Iran en est une autre, le Pakistan, etc., des puissances qui ont une ambition régionale. Et d'ailleurs, le retrait américain d'Afghanistan a régionalisé la situation afghane, au sens où le sort de ce pays aujourd'hui est entre les mains du Pakistan, de l'Iran, de la Turquie un peu plus loin, de la Russie un petit peu plus loin aussi, de la Chine et l'Inde évidemment. Et donc on a cette régionalisation qui est un élément important. Est-ce que si on pousse la logique de la guerre froide plus loin, c'est-à-dire avec un affrontement entre blocs, entre deux superpuissances comme ça a été le cas, est-ce qu'il y aura toujours la place pour ces acteurs régionaux et est-ce que l'Europe elle-même aura la possibilité et la volonté et la capacité d'être un de ces pôles de cette multipolarité? Ça, ce sont des questions qui sont encore en suspens parce qu'on n'est qu'au début d'une histoire nouvelle. On a changé d'époque. Je pense qu'on se rend toujours compte qu'on a changé d'époque a posteriori. Évidemment, quand on est au milieu du gué, on ne le ressent pas. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a changé d'époque, qu'on n'est plus ni dans la période de la guerre froide, ni dans ce qu'on a appelé l'après-guerre froide. On est dans une nouvelle époque dans laquelle il y a une deuxième superpuissance qui a émergé et qui a des ambitions qui sont... j'allais dire celle d'une superpuissance, c'est presque logique, et un monde dans lequel il n'y a plus de règles du jeu. Et donc, c'est cette phase de définition qui est en cours et qui est ouverte. Alors, monsieur, ce sera la dernière question, parce qu'il est 17h02. Une dernière question. Elle concerne beaucoup plus une sorte de morale et de justice dans ce monde. Que devient cette fameuse enquête qui devait... se mettre en avant par rapport à cette histoire de radar, de sous-marins australiens, etc. Il devait y avoir une enquête qui devait être lancée. Et que devient cette enquête? Il y a une commission d'enquête au Sénat. Il y aura peut-être une commission d'enquête au Sénat qui va être lancée et à l'Assemblée nationale, où la majorité fait son travail de protection du gouvernement, il est dit que les commissions permanentes s'en occuperont. Mais il est possible qu'il y ait une commission d'enquête. Là, je pense que vous parlez de l'enquête interne à la France. Pourquoi on a perdu ce contrat et comment ça se fait que personne n'a rien vu venir. Et donc, ça sera une commission d'enquête au Sénat où la majorité, enfin où le gouvernement n'a pas la majorité. Voilà, merci Pascal pour cette réponse à cette dernière question. Merci également à vous de votre présence. Alors, je vous signale que les participants à cette table ronde ont écrit, comme vous le savez, un certain nombre d'ouvrages que vous trouvez à la librairie. Et à 18h15, les auteurs seront là pour des dédicaces. Voilà, très belle fin de journée et à très bientôt.